RMC, After Italy, Jérôme Sillon. Salut à tous, bienvenue dans l'After Italy, à écouter, à regarder sur toutes les plateformes et notamment sur la nouvelle chaîne After Télé. Pensez à vous abonner pour ne rater aucun épisode. N'hésitez pas à mettre une note, à écrire un commentaire. Chaque semaine, on part à la découverte des clubs, des joueurs, des histoires du football italien avec notre drôle de dame Daniele Manussia. Ciao Daniele. Ciao Jérôme, ciao Loïc, ciao tout le monde. Très joli maillot, c'est le maillot de quel club aujourd'hui que tu nous sors là Daniele ? De Pérouse 98-99 avec Nakata, Milan Rapaic, Renato Olive, beaucoup de joueurs intéressants. Voilà, il faut être connaisseur et pour tous ceux qui nous suivent sur la chaîne YouTube et sur After Télé, vous pouvez découvrir ce merveilleux maillot. Loïc Moreau est là également. Salut Lolo. Salut Jérôme, salut tout le monde. Pour la deuxième saison consécutive, l'Italie ne comptera qu'un seul club en huitième de finale de la Ligue des Champions. Et encore, l'Atalanta s'est qualifiée à l'issue d'un incroyable renversement de situation face à Dortmund. Dominé par des équipes norvégiennes et turques, l'Inter et la Juve ont été éliminés en barrage quand Naples avait pris la porte dès la phase régulière. Est-ce le signe d'un réel déclin du football italien ou une simple mauvaise passe ? C'est parti pour l'After Italy. Alors Lolo, on va commencer par le bilan chiffré de la saison des clubs italiens en Champions League et c'est pas reluisant. Non, c'est pas reluisant. Effectivement, on avait déjà perdu Naples lors de la phase... avec Conte en même temps. La première phase, effectivement, Conte n'est clairement pas un entraîneur Ligue des Champions. On sait qu'il ne performe pas dans cette compétition, mais c'est vrai que voir le champion d'Italie sortir aussi vite, ça avait été assez étonnant. Et effectivement, on a fait du 1/3 lors des barrages de Champions League avec l'Atalanta qui est la seule à avoir un peu sauvé l'honneur, on va dire, de la Serie A. L'Atalanta, est-ce vraiment surprenant, sachant que voilà, ça fait 10 ans que c'est le club italien qui performe le plus en Europe, mais les grosses surprises et les grosses déceptions sont bien évidemment l'élimination de l'Inter par Bode Glimt et celle de la Juve par Galatasaray. Atalanta qui sera opposé soit à Arsenal, soit au Bayern en Ligue des Champions. Le tirage au sort a lieu ce vendredi à midi. Alors c'est un bilan qui a inspiré la presse sportive italienne. Daniele, tu vas pouvoir regarder les unes d'hier matin et celles de ce matin qu'on va te montrer à l'écran tout de suite. Tu vas pouvoir nous faire la traduction. Évidemment, ça parlait hier matin beaucoup de l'Inter et de cette élimination. Sans excuse, c'est ça ? Oui, sans excuse. Et le Corriere dello Sport, il fait un jeu de mots entre remontada en espagnol pour quand on récupère 2-3 buts au match retour, et tramontada, ça veut dire trauma. C'est quelque chose de traumatisant. Et c'est vrai que voilà ça. Et les Italiens les journaux italiens font toujours des jeux de mots. C'est leur. En fait, et ce matin, Dea d'Italia, c'est la déesse d'Italie, la reine d'Italie, c'est ça ? C'est un peu ça, oui. Et après, au-dessous, il y a Juve d'applausi, c'est-à-dire il faut quand même applaudir la Juventus parce qu'ils ont frôlé l'exploit incroyable. Et après, plus en bas, il y a déjà, comme vous voyez, au bout de 2 jours, vous regardez là où il y a la tête de Di Marco, ils disent déjà, bon, l'Inter, elle peut quand même gagner deux choses, les championnats et la Coupe d'Italie. Donc voilà, 2 jours après, on a déjà oublié le trauma, justement, de Bode Glimt. Alors l'Atalanta sauve l'honneur donc du foot italien. C'était donc face au Borussia Dortmund, victoire 4-1 au retour après avoir perdu 2-0 au match aller. Et ce n'est presque plus une surprise pour le légendaire Alessandro Del Piero. Écoutez ce qu'il disait hier soir sur la chaîne américaine CBS. And they sell Lookman recently. That is a big guy for Et ils ont en plus vendu Lookman et d'autres joueurs. On en a déjà parlé. On sait la façon dont joue l'Atalanta. C'est l'équipe peut-être la plus européenne d'Italie. La façon dont ils en comprennent le foot. Bien sûr, avec Gasperini, ils ont gagné. Mais ils continuent dans ce sens-là avec Palladino. Voilà, on n'est pas vraiment surpris en Italie. Mais c'est vrai qu'on est quand même surpris de la façon dont ils continuent à être performants. Voilà, donc Alessandro Del Piero sur l'Atalanta. Ça a été quand même, ça s'est joué à très peu de choses, Daniele, cette qualification. 98e minute. Tiens, on va voir d'ailleurs dans quel état a fini Krstovic, l'attaquant de l'Atalanta, après que Ben Sebaini lui a mis une semelle. Mais ça s'est vraiment joué dans les dernières secondes.
Oui, ça s'est passé un coup de crampon dans la gueule. C'est-à-dire, l'Atalanta elle était en difficulté après le but de Borussia Dortmund qui renvoyait les matchs au supplémentaire et Krstovic, le penalty arraché, il faut le dire vraiment avec esprit de sacrifice par Krstovic à la fin du match, c'était un peu miraculeux. Mais l'Atalanta, elle avait globalement mérité. Après, elle jouait contre une équipe très forte qui a fait rentrer du banc Fabio Silva, Adeyemi qui a mis un but incroyable, qui a mis un très très grosse difficulté à Nord. Donc voilà, ils avaient beaucoup fait dans les matchs, ils avaient beaucoup créé, ils avaient quand même mis 3 buts, l'un plus beau que l'autre. Samardžić, il commence à venir dans son niveau de jeu. Pasalic, il se confirme comme un des milieux les plus importants, avec les plus grands impacts dans les matchs d'Italie. Donc voilà, c'était, on peut dire un peu vintage Atalanta, parce qu'on l'a jamais vu cette année si agressif. Elle a montré un peu, en fait, comme il faut jouer quand on a 2 buts à récupérer. Quand on perd 2-0 et il faut aller mettre des occasions. Et donc voilà, c'était bien, mais après, il faut toujours un peu de réussite dans ces matchs-là. Ils ont couru des risques. Ils ont payé cher, quelque part. Ils ont pris le but d'Adeyemi. Guirassy, il a raté quelque chose. Mais après, voilà, comme on dit, la chance, la fortuna premia gli audaci. On dit en Souris italien, aux audacieux. vous disiez en français. La chance sourit Voilà, aux audacieux, exactement. Et c'est ce qui est arrivé à l'Atalanta. On n'est pas vraiment surpris, Lolo, de voir la DA toujours aussi performante. T'es d'accord avec Del Piero quand il dit que c'est l'équipe la plus européenne ? Ben oui, mais enfin, je veux dire, quand il dit oui, ils nous surprennent, ils vendent leurs meilleurs joueurs et pourtant ils sont performants. Bah ouais, bah ça c'est un club qui travaille. Voilà, c'est vrai que c'est surprenant en Italie, un club qui travaille bien. Il y en a pas 50, mais l'Atalanta en fait partie. C'est peut-être le club d'ailleurs qui travaille le mieux sur la scène européenne parce que voilà, il y a beaucoup de gens compétents à des postes clés. Antonio Percassi, le président, il y avait Giovanni Sartori aussi, le directeur sportif actuel aussi fait du bon boulot. Et puis voilà, ils ont choisi, effectivement, ils se sont séparés de Giampiero Gasperini cet été qui est parti à la Roma. Pour le remplacer, ils avaient choisi un de ses disciples, Ivan Juric. Ça n'a pas vraiment fonctionné. Ils ont pris un deuxième, Raffaele Palladino, qui est aussi un de ses disciples. Là, ça marche. Donc, encore une fois, non, c'est pas étonnant de voir l'Atalanta qui performe en Coupe d'Europe. Après, c'est plus étonnant de voir effectivement la faillite de l'Inter et de la Juve. Alors parlons-en justement, l'Inter sorti donc par cette surprenante équipe norvégienne de Bodo Glimt qui a donc battu l'Inter et à l'aller et au retour à Giuseppe Meazza. La Juve, elle, s'est faite sortir par Galatasaray après un barou d'honneur assez incroyable. La Juve qui a été éliminée cette dernière saison par des clubs de deuxième zone, on va dire, même si Villarreal joue en Espagne, mais bon, que ce soit Villarreal, que ce soit l'Ajax, que ce soit Lyon, que ce soit Porto, c'est tout quand l'espace Schengen en fait. Voilà, donc c'est pas fantastique. Et Naples donc 30e de la phase régulière. Est-ce qu'on peut parler de résultats honteux, Daniele, concernant l'Inter, la Juve et le Napoli ? C'est vrai qu'on part d'un sport, donc la honte, je la garderai pour des choses différentes, pas plus importantes forcément, mais différentes. Mais c'est vrai aussi que oui, il faut quand même pas normaliser ce genre de résultats. Et pas parce que Bodo Glimt, c'est une équipe petite, d'une ville de 50 000 habitants, ou des choses comme ça, parce que voilà, la croissance de Bodo Glimt pendant les années, elle est évidente. Cette année, l'esprit avec lesquels ils ont entamé la Champions League, il est évident, et je pense que on va voir les tirages au sort, mais avec un tirage au sort un peu chanceux, il pourrait même arriver jusqu'au quart de finale. Donc, on va parler d'une équipe qui a très bien joué, qui a largement mérité, mais en même temps, l'Inter, il a dit Loïc à l'instant, elle a pas bien travaillé sur le passage entre Simone Inzaghi et Kivu. Elle a pas bien travaillé pour avoir une équipe qui peut faire un moins de Çalhanoğlu ou Lautaro, par exemple, qui était absent au match retour. Et l'Inter, ça se sentait l'absence de Lautaro sur le terrain. Mais après, sur le plan du jeu, ça peut pas te manquer tellement que ça, un seul joueur. Voilà, là, il y a mon chien qui est d'accord. Il n'est pas d'accord avec toi, moi non plus. Non, il fait ça quand il est d'accord. Moi, je pense que l'Inter, elle a réduit, voilà, on a vu aussi un peu les limites de comment elle était construite l'équipe au fil de ces 2 ou 3 années.
Loïc, pas d'accord avec... Non, pas forcément. Après, je pense qu'effectivement, la faute, elle incombe vraiment aux joueurs, beaucoup plus qu'à Christian Chivu, qui encore une fois est un tout jeune entraîneur, qui, on le rappelle, avant de signer à l'Inter, avait 13 matchs de Serie A au compteur, aucun match de Champions League disputé. Donc voilà, c'est un entraîneur qui apprend, n'est pas Pep Guardiola qui veut, c'est-à-dire tu débarques pas, comme il a fait lui au Barça, avec une constellation de stars, bim, je gagne la Champions dès ma première saison. Donc pour Chivu, voilà, c'est un peu compliqué. Effectivement, il y a une avance qui est assez conséquente en tête de Serie A, c'est l'objectif du club. Après, oui, il y a des absents, mais ça peut pas être une excuse, parce que sinon, des excuses, tu peux en trouver 500. Le fait qu'il fasse froid à B2, c'est vrai qu'il fait jamais froid à Milan, jamais. Le fait que tu joues c'est vrai que faire froid en Norvège, au-delà du cercle polaire arctique au mois de février... Ouais, non, mais ça va, tu vois, Jay, faut pas non plus abuser, parce que sinon, après, tu peux aussi rejeter la faute sur le synthétique et rejeter la faute sur Akanji en disant, bah oui, mais fallait pas leur donner aussi un but, ça aurait aidé. Bon, voilà, au-delà de ça, c'est une élimination effectivement surprenante, parce qu'on a affaire aux finalistes de la dernière Champions League, qui était finaliste aussi 2 fois lors des 3 dernières saisons, mais ça arrive en fait encore une fois, et c'est justement, faut pas retirer tout le mérite à Bø de Glimt, qui est un club qui progresse régulièrement, qui était encore demi-finaliste de Ligue Europa la saison passée, qui avait embêté déjà la Roma de José Mourinho. Daniele doit s'en souvenir, il y a quelques temps aussi. Donc faut pas aussi retirer le mérite à ces équipes, et effectivement pour l'Inter maintenant il s'agit d'aller chercher le Scudetto, et pour la Juve de se remettre un peu la tête à l'endroit, parce que là ils sont en chute libre. Oui, parce que la thèse de l'accident, elle est valable pour l'Inter. Qui concerne la Juventus, Daniele, je le disais, éliminé par Galatasaray, qui est un club turc. Par le passé, ces dernières saisons, c'était des clubs français, des clubs néerlandais, des clubs portugais. Là, il y a un véritable déclassement européen quand même du côté bianconero. C'est un peu la réalité des faits, et si on regarde aussi la formation avec la Juventus, elle a fini le match contre Galatasaray, c'est très très bizarre. Je pense que dans quelques années ça va devenir un même. Miretti, Azic au milieu terrain, Koopmeiners à la défense, Openda à l'attaque, c'était Zegrova, c'était franchement il y a la discussion si beaucoup de ces joueurs-là ils sont au niveau Juventus, et si mis ensemble ils sont au niveau de Champions League. Après, je pense que la Juventus elle a été malchancée, pas seulement dans les matchs retour, parce que ça c'est évident, mais aussi un peu globalement dans cette saison et dans la gestion de Spalletti, parce que elle a perdu 5-2, c'était les pires de matchs qu'il a entraîné Spalletti. C'était dans un moment où après elle a pris une raclée aussi par Como en Serie A, mais c'est vraiment une parenthèse noire, parce que avant et après on avait vu une Juventus différente, pas excellent, pas incroyable, mais comme elle a joué les matchs de retour contre Galatasaray, où elle était capable à 10 contre 11 d'aller mettre 3 buts quand même. Après il y a aussi là, il faut aussi parler des adversaires. Galatasaray, ils ont une attitude franchement négative pendant tout le match, ils perdaient du temps à partir de la 5e minute. Donc une fois que tu prends un but, tu commences à avoir peur. Ils ont pris le deuxième, même s'ils avaient un homme en plus, ils se sont défendus. Donc voilà. Mais la Juventus, elle a eu un grand esprit. Il y a eu des choses bonnes. Il y a eu Locatelli. Il y a Yildiz, qui est dans un niveau assez haut. Je pense que lui, il est pas seulement au niveau de la Juventus, mais peut-être un cran au-dessus. Mais oui, là aussi, il faut travailler. Il faut travailler sur l'entraîneur. Il faut décider s'il veut renouveler Spalletti ou pas. Et il faut après lui mettre une équipe à disposition qui soit au niveau de ses idées. Et n'oublions pas que la Juve aurait pu se qualifier si Zegrova avait réussi sa balle de 4-0. Parce que... Mais tu fais bien de le souligner, Jay, parce qu'en fait, encore une fois, la Ligue des Champions, c'est la Ligue des détails, en fait. C'est une compétition, contrairement à la Serie A, où tu as 38 journées et là, tu peux te refaire si tu as un passage à vide. Là, chaque erreur, tu la payes cash, ou tu peux bénéficier aussi des erreurs adverses. C'est au premier qui va faire une erreur. On prend l'Inter, effectivement, Akanji qui donne le but à Bø, ça aide pas pour se qualifier. Tu prends ce que rate Zegrova ou Thuram aussi, avec la Juve, ça aide pas non plus pour se qualifier. À l'inverse, le coup de pied, la savate de Ben Sebaini dans la tête de Kristovic, c'est ce qui fait basculer le match, parce que sinon l'Atalanta passe peut-être pas. Donc encore une fois, il faut remettre aussi le contexte. La Ligue des Champions, c'est en 2 manches. Si tu te foires, et après tu dégages. C'est aussi simple que ça. Et dans un instant, on va continuer à se demander si le football de club italien est en déclin. Vous restez avec nous, l'After Italie revient tout de suite.
On est de retour dans l'After Italie, toujours avec Daniele Manussia, notre drôle de dame italienne. Avec Loïc Moreau, on se demande si les clubs italiens sont sur le déclin après les éliminations de l'Inter, de la Juve en barrage de Champions League, la sortie de la phase régulière du Napoli, ne reste que l'Atalanta. Alors, ça c'est pour la Ligue des Champions. On rappelle qu'en Europa League, Bologne espère rejoindre la Roma en 8e. En Conference League, la Fiorentina est bien partie également pour rallier les 8e de finale. Et ça confirme, Lolo, que ces derniers temps, ces dernières saisons, l'Italie est performante en Europe par le biais de ses clubs. En fait, encore une fois, je pense qu'on a tendance à tout mélanger. Il y a le barrage effectivement de la Coupe du Monde qui arrive pour la Squadra Azzurra, donc on mélange les problématiques de l'équipe nationale avec les problématiques des clubs. Mais encore une fois, il faut vraiment séparer les deux. C'est-à-dire que les résultats, le succès ou non d'une équipe nationale n'est pas forcément corrélé à ceux des clubs locaux. Dans les années 90, par exemple, les clubs français, ils étaient très bons en Coupe d'Europe, pourtant nous on jouait pas de Coupe du Monde. Donc c'est pas toujours corrélé, encore une fois. Et par rapport aux clubs italiens, factuellement, effectivement, si on regarde depuis l'instauration de la Conference League, donc depuis qu'il y a 3 compétitions, Ligue des Champions, Europa et Conference League, on voit que les équipes italiennes apparaissent régulièrement. Alors peut-être pas, c'est vrai qu'ils gagnent pas tous les trophées, mais c'est quand même, entre ces 3 compétitions, 7 finales jouées par des clubs italiens, ce qui est quand même pas rien. 2 finales pour l'Inter en Champions pour 2 défaites. Les victoires de l'Atalanta et de la Roma en Europa League. La victoire de la Roma en Conference League et les 2 finales perdues par la Fiorentina. Donc en plus, ce sont différents clubs. C'est pas toujours le même club qui performe. On n'est pas en Allemagne avec le Bayern, par exemple, ou en Espagne avec le Real et le Barça. Là, il y a quand même un petit groupe de clubs qui va bien, qui gagne effectivement pas tous ses trophées, mais qui a le mérite d'exister, et c'est surtout le pays qui inscrit le plus de ses clubs justement dans les finales européennes. Et voilà, donc ça, si on regarde même, si on compare avec les clubs italiens, avec les résultats des clubs italiens avec ceux des autres grands championnats, on se rend compte que l'Italie, donc c'est une victoire depuis l'été 2021, donc depuis l'instauration de la Conference League. L'Italie, c'est une victoire en Europa League, une victoire en Conference League, plus 2 finales de Champions League, 2 finales de Conference League et une finale d'Europa League. C'est tout simplement le 2e meilleur bilan. Seule l'Angleterre fait mieux. Alors l'Espagne a gagné 2 Champions League, mais c'est parce qu'il y a le Real. Mais on se rend compte finalement que que l'Allemagne et l'Espagne sont plutôt derrière l'Italie. Est-ce qu'on parle de ça quand même en Italie, Daniele ? Est-ce qu'on parle du fait que les clubs italiens, malgré tout, sont performants sur la scène européenne ? Non, pas trop. On a tendance à snobber l'Europa League, mais surtout la Conference League, c'est-à-dire la victoire de la Roma, par exemple, c'était la première édition, donc ça aussi, ça n'a pas aidé, mais elle a vraiment été passée comme, ils ont gagné une coupe qui n'existe pas, en gros. Moi, je pense que c'est une photographie nette du football italien, c'est-à-dire c'est un football des classes moyennes. En Serie A, les équipes les plus intéressantes, c'est les équipes des classes moyennes qui font le jeu le plus intéressant, qu'elles arrivent à des résultats surprenants. Et après, on a du mal avec les équipes de haut niveau. Et en Europe, l'Italie même l'équipe nationale, là, je pense que c'est un cas un peu similaire. On est justement, on est dans la classe moyenne. On n'est pas comme Real Madrid, on n'est pas comme Barcelone, on n'est pas comme les équipes des Premier League. On ne l'est pas économiquement non plus, on va en parler, je pense, mais surtout sur le plan du jeu. Mais après, juste au-dessous, oui, on peut jouer contre n'importe qui. Attention, on peut jouer, on peut gagner et on peut perdre. Après, des fois, on est un peu arrogant, on pense qu'on va gagner contre Bodo Glimt ou Galatasaray, mais non, il faut la jouer le match. Mais je pense que c'est un football de classe moyenne en ce moment en Italie. Et si on regarde le coefficient des associations donc européennes depuis donc la saison 2021-2022, on se rend compte que l'Italie est juste derrière l'Angleterre. Donc ça, on l'a dit par les résultats en finale et en victoire donc européenne. Mais l'Italie est devant l'Espagne, devant l'Allemagne, devant la France, bien évidemment, donc au coefficient qui est calculé donc sur les 5 dernières saisons. Et cette saison, Lolo, ça donne quoi pour l'Italie ? L'Italie galère un petit peu, on va pas se mentir, parce qu'effectivement avec Naples, Atalanta, Juve en moins, et surtout elle souffre de la comparaison avec le Portugal par exemple qui revient quand même fort. On a vu le Sporting en Champions, il y a Porto aussi en Europa, Benfica qui a été aussi barragiste, donc voilà, c'est vrai que cette saison encore une fois on peut pas dire de manière tout à fait objective oui c'est une réussite pour les clubs italiens, c'est clairement pas le cas, mais encore une fois il faut doser. L'année dernière on a l'Inter finaliste de la Champions
Champions League. Et c'est pas pour autant qu'on disait oui, la Serie A, c'est un championnat, c'est un top championnat. Et la Ligue 1 avec le PSG, c'est un top championnat. En fait, Paris ne représente pas la Ligue 1. C'est pas parce qu'ils sont champions d'Europe en titre qu'on se dit la Ligue 1 c'est un bête de championnat. Non, c'est un championnat éclaté. Et c'est pas parce que la Serie A a réussi à passer celui qui vient de nous dire qu'il faut être mesuré dans ses analyses. Non, mais non, en fait, ce que j'aimerais, c'est forcément. Mais tu vois, les Italiens, et on l'a montré tout à l'heure avec les unes de la Gazzetta, c'est-à-dire que le mardi, le championnat, il est finito, c'est foutu, et le mercredi, avec la qualification de l'ADA, tu te dis c'est super, regardez, finalement, on est encore vivant. Donc juste prendre un petit peu de recul. Le foot il change, donc c'est toujours pareil, tu vois, d'être nostalgique de la Serie A des années 90 en disant oui mais la Serie A c'est plus comme avant. Non, c'est plus comme avant. Mais avant, dans les années 90, Manchester City, ça n'existait pas. Chelsea, ça n'existait pas. Les nouveaux riches n'existaient pas. Mais par contre, il y avait l'Étoile Rouge Belgrade, il y avait l'Ajax. Mais ça a changé, tout simplement. Donc, il faut arrêter de réagir sous le coup de l'émotion et de la déception de cette semaine européenne où, effectivement, il y a des clubs italiens qui ont été éliminés, et peut-être d'autres, j'espère pas, avec Bologne et la Fiorentina, et prendre un peu de recul pour se dire, oui, l'Italie, c'est plus le championnat numéro 1. Oui, maintenant, c'est la Première Ligue, mais c'est pas non plus cette espèce de déchetterie qu'on essaye de nous vendre, quoi. Et si on regarde d'ailleurs le coefficient des clubs italiens aujourd'hui, donc c'est avant cette journée d'Europa League, on voit que l'Inter est le 3e meilleur club à l'indice UEFA depuis 2021. Le 3e l'Inter, donc c'est derrière le Real et le Bayern. La Roma est 13e, l'Atalanta 15e, la Juve 22e, la Fiorentina 26e. Alors il y a quand même des problématiques dont on parle en Italie pour expliquer ces moins bons résultats européens cette saison, et l'une des thématiques qu'on avance souvent, c'est la présence trop massive de joueurs étrangers en Serie A. Est-ce que l'argument est recevable, Lolo, quand on regarde les chiffres, notamment le chiffre des minutes jouées par les joueurs étrangers dans le championnat italien? Oui, il est recevable, oui et non. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a une part de joueurs étrangers en Serie A qui est très importante. C'est quasiment les 3/4 des joueurs qui sont étrangers. Mais quand on regarde, en comparaison avec les autres grands championnats européens, la Première Ligue, c'est encore plus. C'est vraiment les 3/4. Pour autant, est-ce qu'on dit en Première Ligue, oui, il y a que des étrangers, les joueurs anglais sont pas bons? Non, ils sont performants, ils sont même performants en équipe nationale, puisqu'à chaque fois on dit que l'Angleterre va potentiellement gagner soit l'Euro, soit la Coupe du Monde. Ils le font jamais. En Serie A, il y a des joueurs aussi dans les 31% qui sont italiens, qui sont des joueurs de talent, qui sont champions d'Europe aussi. Il y a aussi on critique souvent la Serie A en disant oui, c'est un championnat de vieux, ils donnent pas leur chance aux jeunes. C'est pas totalement faux, mais il y a quand même là aussi des joueurs qui arrivent et qui sont solides. On en a parlé dans les podcasts du début de saison, notamment avec Pio Esposito à l'Inter, Leoni à Liverpool et j'en passe. Donc il y a des générations qui arrivent. Chez les U17 et U19 et même U20 italiens, il y a des finales de championnat d'Europe et de Coupe du Monde. Donc encore une fois, c'est toujours essayer de doser et de trouver un équilibre entre les déficiences qu'il y a en Italie, puisqu'il y en a effectivement, au niveau de la formation, au niveau de l'investissement. Daniele l'évoquait avec la Juve qui a fait n'importe quoi ces derniers temps sur le mercato et pourtant qui a de l'oseille. Et après, les choses à corriger, les choses quand même qui vont bien. Qu'est-ce qu'on en dit en Italie justement, Daniele? Quelles sont les thématiques qu'on aborde le plus, les explications qu'on tente de trouver aux difficultés rencontrées cette saison par les clubs de Serie A sur la scène européenne? Si on parle de clubs, on parle surtout du côté économique, c'est-à-dire du fait qu'il n'y a pas l'argent pour acheter des joueurs, on va dire, à 50 millions. Parce que c'est un peu ça, à la limite. On peut arriver à avoir des joueurs entre 30 et 40 millions. Et il faut savoir, l'Italie cet été et cet hiver étaient les championnats qui a dépensé les plus sur les marchés, juste après la Première Ligue. Donc on peut peut-être pas acheter Mbappé, mais on peut acheter de tout ce qu'il y a au-dessous de premier niveau. Encore une fois, pas peut-être les tops, mais les moyens hauts. On pourrait quand même choisir mieux des fois. Après, il y a pour ceux qui nous regardent, Daniele, je t'interromps avant que tu poursuives sur la question culturelle, mais là on est en train de vous mettre le classement des clubs les plus riches d'après le cabinet Deloitte qui diffuse cette information au début de chaque année. Lors de la saison 2024-2025, c'était le Real avec en termes de revenus plus d'1,160 milliard d'euros de revenus. L'Inter est le 11e club le plus riche au monde avec 537 millions de revenus. Je parle que des revenus. Le Milan est 15e, la Juve 16e et la Roma est le 27e club le plus riche du monde. Voilà, c'était pour ceux qui nous regardent notamment sur la chaîne YouTube. Oui, ben là-dessus, il y a beaucoup à travailler. On a fait la semaine dernière un sujet sur San Siro.
c'est fait pour augmenter la rentabilité de Milan et Inter. La Roma, ça fait des années qu'elle veut bâtir son propre stade. Donc là, il faut se développer, mais il faut aussi utiliser mieux l'argent qu'on a. Et il faut aussi changer quelque chose sur le plan culturel, parce que là, on va pas se mentir, la victoire des Bodo, ça nous a rappelé le match contre l'équipe nationale norvégienne. Et donc il y a aussi un clash culturel. Comment il peut un pays si petit où le football c'est pas forcément les premières de leurs intérêts, à nous battre si nettement, avoir des champions comme Haaland, Berg, c'est un joueur intéressant. Il faut voir les différences. En Norvège, par exemple, il y a une carte des droits d'enfants au sport, dans plusieurs points, mais il y a un point sur lequel ils disent que tous les enfants jusqu'à 12 ans ont le droit de pratiquer plusieurs sports, pas seulement un. Il n'y a pas de classement publié, il faut pas faire pousser la culture de la compétitivité et tout ça. En Italie, c'est totalement l'inverse. Il y a des parents qui se disputent au match des enfants. Il y a des enfants qui ne jouent pas tous les championnats parce qu'il faut gagner. Donc le plus fort il joue et c'est lui qui est un peu derrière physiquement ou techniquement, il joue pas. Et il y a surtout un billet pour rentrer pour jouer au football, pour jouer au basket, entre 600, 1000 euros parfois. Chose qui quand même ça fait choisir. Ça choisit entre des familles qui peuvent se permettre de donner leur enfant pour jouer au football et certaines familles qui ne peuvent pas, ou un enfant oui, un autre enfant non, dans la même famille. Et tout ça, c'est des choses qu'on n'est pas en train de régler de quelle manière. Et on aura l'occasion évidemment de reparler des difficultés que peut rencontrer parfois le foot italien, même si on souhaite tous évidemment, on n'a rien contre les Irlandais du Nord, mais bon, on aimerait bien quand même que la Squadra Azzurra se qualifie pour la Coupe du Monde après 2 échecs, on le rappelle, en barrage. On en reparlera d'ailleurs dans un podcast, on reviendra sur les échecs de la Nazionale lors des 2 derniers barrages qualificatifs aux Coupes du Monde. Ce sera pour remuer un petit peu le couteau dans la plaie de Daniele, mais c'est pour mieux se tourner vers l'avenir. Daniele, ne t'inquiète pas. On va fêter la qualification. Exactement. Merci Daniele, merci Lolo. Évidemment, si vous aimez nos podcasts, vous vous abonnez, vous mettez une note, un commentaire et on se retrouve très vite pour un nouvel After Italy. Ciao. RMC After Italy.